Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en vidéo sur la chaîne d'Ultimate Fishing pour vous parler d'une pêche que j'affectionne énormément, qui est donc la pêche du bord et notamment en lac de barrage. Avec cette approche, on va principalement cibler les percidés et notamment les sandres, même si on peut pêcher toutes les espèces. Le sujet de cette vidéo, ça va être la traque des sandres et des perches. Pour cette vidéo, je serai accompagné de mon frère Tom et on va essayer de vous décortiquer un peu notre façon de voir les choses pour réussir cette approche. Donc ça va passer par la présentation des postes, ensuite à quel moment les aborder et comment les aborder. On va laisser passer quelques images et je reviens pour vous présenter les postes. Dark Slipper pour attaquer du coup. Ouais, petit Dark Slipper. Moi je me suis mis en drop. Je vois qu'il y a des branches, un peu d'obstacles. Je me dis que ça passera peut-être, c'est ce qui passera le mieux. Ouais. Moi j'ai mis un drop mais je l'ai pas mis trop lourd là, pour essayer de faire planer un petit peu. Là je pense qu'il faut vraiment pêcher jusqu'au bord. Ouais. La beauté du lever de soleil là. Tu prends une touche maintenant, c'est un peu comme si t'étais au paradis. Ouais. Moi je pense que c'est mieux qu'au paradis. On a mis une bonne petite touche quand même pour la distance. Un cendre tu penses? Ouais, je pense. Ouais. Petit cendre. Hop. Impeccable. Bon, c'est un petit poisson, mais c'est un bon début. Premier du matin. Mmh. Tu l'as piqué comment du coup? Il est piqué juste sur le dessous. Ouais. Pourtant, j'ai bien senti la touche. Je sais pas, j'ai peut-être été un peu à retardement vu que j'étais loin. Bah écoute, moi je vais peut-être aussi te suivre du coup. Yes. C'est sûr que je vais te suivre. Ça, c'est une perche, je pense. Ah, elle doit pas être vilaine du coup, non? Hop, yes. Ah, peut-être que la couleur, ça y a mieux plu. Ah bah là oui. C'est mieux rangé que tout à l'heure, c'est clair. Merci gros. Elle est belle celle-là. Elle te l'a bien rangée. C'était une bonne touche. Du coup, le Dark Slipper, là, tu vois, j'ai changé, j'ai mis un peu plus lourd. Ouais. C'est un petit peu plus agressif. Oh, ah, cette touche, tu vois. J'avais fait plusieurs lancers avec une mauvaise touche, une autre touche loupée. Et là, un petit peu plus lourd, 2 lancers, 2 touches franches. Je sais pas, c'est peut-être la couleur aussi. Hein, Ouais, bah écoute, je vais essayer de mettre quelque chose de transparent. Toi, t'as un gobi là. Ouais, bah ça, c'est toujours une valeur sûre, un marron comme ça. Ouais. Il y a comme une zone plus creuse, avec un peu plus de fond et plutôt plate. Et après, on remonte sur la pente là. Et le cendre, j'ai plutôt l'impression de l'avoir touché au pied de la pente et la perche plutôt dans la remontée. Et tu vois, j'ai forcé pour le lancer pour vraiment jeter plus loin. Ouais, j'ai vu. Senti... Ça, ouais, ça part sur le côté. ça part sur le côté, c'est peut-être bien paille quoi. Non. C'est un cendre. Un cendre. Ah, et puis, ouais, c'est la même chose que tout à l'heure, mais par contre là, il l'a bien pris. Hop. Yes, merci. Un peu plus joli que le premier. Et du coup, je l'ai pris comme suite tout à l'heure, à bout de lancer. Dans les lacs de barrage, c'est quelque chose qui est important, c'est la profondeur. Et des fois, ça nécessite de lancer loin, de pouvoir lancer loin et d'avoir des leurres qui pêchent quand on est loin et profond. Ce qui est le cas du Dark Slipper avec son côté planant. Donc comme promis, on revient sur les postes que l'on va aborder lorsqu'on pêche du bord dans des lacs de barrage.
Donc ils sont divers et variés, mais on peut les sectoriser en 3 types de postes. Donc le premier, ça va être des pentes douces, donc qui sont généralement des plages, hein, mais on peut aussi trouver différents substrats qui font que c'est pas forcément que du sable ou des graviers. Ensuite, ça va être des pentes plutôt fortes qu'on va souvent assimiler à des roches, des zones d'éboulis ou des choses comme ça, des structures un peu plus dures. Mais on se rend compte que on a aussi des plages qui sont en pente assez forte et donc qui vont être aussi des postes intéressants, notamment pour le fait qu'ils seront plus faciles à pêcher que des éboulis ou des zones rocheuses. Et le troisième type de poste, c'est les structures. Donc les structures, on va appeler structures, donc soit des structures naturelles, hein, des rochers dans l'eau, des amoncellements de cailloux ou alors des bois, des arbres morts ou je ne sais quelles autres choses qu'on peut trouver dans l'eau, et également des structures d'origine humaine, donc comme des murets, hein, sur lesquels je suis assis, qui dans certains cas est dans l'eau, mais on va aussi avoir des ruines ou des ouvrages comme des ponts ou autres vieilles constructions qui va être noyée. Donc la particularité de ces dernières, et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant, c'est quand on va retrouver des structures sur les 2 postes précédents. Donc soit dans des pentes faibles, soit dans des pentes fortes, et généralement, suivant où elles sont passées et en fonction du niveau d'eau, elles vont devenir potentiellement très intéressantes. On peut prendre l'exemple d'une plage avec une pente assez faible, où dessus résidait une vieille construction, où il reste des bons tas de cailloux. Forcément, sur une plage au milieu de rien avec une pente assez faible, lorsqu'on trouve une zone avec des tas de cailloux, ça va forcément être quelque chose d'intéressant qui va tenir les carnassiers par la présence de nourriture qu'on va trouver là-dessus. T'as mis quoi? Un drop et un slug. Il a décollé. Devant nous, je pense qu'il y a 3 mètres. Plus. Une perche? Je sais pas, mais c'est pas très gros. Au début, oui, j'aurais dit que c'était une perche, mais il n'y aura pas besoin d'épuisette. Ouais. Une perche. Elle est jolie. On va coup du matin dans peu d'eau là, au drop en ramenant juste assez. Donc mon drop assez décollé, j'ai 80 cm entre mon plomb et mon leurre. Et on est du bord, donc je me sers de cette distance là pour me mettre canne basse et que mon leurre il soit, on va dire, 40 cm au-dessus du fond à virevolter. Et c'est quelque chose qui marche régulièrement, notamment sur les perches, et ça le prouve encore une fois. L'hameçon, le petit décoil super bien planté. Faut pas y lésiner, hein, c'est un 1-0. Et sur un one slug 5 pouces, un finesse de 5 pouces, là, quelque chose qui marche toujours bien. Yes. Bon, une perche qui est venue prendre dans les rochers là juste devant. La pente elle est assez abrupte. Il y a pas mal de roches là qui dépassent, hein, comme on peut le voir au bord. Et en fait l'idée c'est de faire sauter le dark slipper juste au-dessus de ces roches là, de venir le plaquer sur le sol à chaque fois, le redécoller un peu brusquement et puis bien tendre la canne pour faire un mouvement de pendulier, le faire planer avant qu'il vienne se reposer. Les poissons ils viennent le prendre à ce moment là quand ça se passe bien, quoi. Hop. Ce qui est bien avec le dark slipper, c'est que même si c'est pas des gros poissons, c'est toujours bien aspiré. Le Blenny, il a pas encore dit son dernier mot, je pense. Non. Mais je pense que tout à l'heure là-bas, c'était la même chose, hein. Il doit y avoir des perches qui traînent dans les cailloux, là-bas il y a le restant du mur. Et là ça faisait plusieurs fois que je tapais dans des roches, comme quand j'ai pris la touche là-bas. Ça, de toute façon, dans les pentes comme ça, quand il n'y a pas grand chose, hein, dès qu'il y a des cailloux à la bonne profondeur, t'as au moins des perches, mais si c'est la bonne profondeur pour les cendres, t'as aussi les cendres.
C'est quand on arrive à ce niveau-là qu'il y a les cailloux à chaque fois. T'en sens toi aussi? Ouais, on arrive en bord, mais loin, ça va, c'est propre. Ouais, de loin c'est propre. Là, je prends un bon toc. C'est une perche aussi? Pas sûr que c'est une perche. Je pense à 500. Yes. Un petit Dark Slipper Collier Blenny là, en faisant passer juste à la limite entre le... On était en train d'en parler, hein, il y a vraiment une grande pente douce de sable et après ça remonte de façon très abrupte avec pas mal de roches et celui-là il était pile à la limite entre le sable et la roche quoi, comme souvent d'ailleurs. Hop. Voilà. Un petit sang de maillet là au coup du matin, juste au-dessus des premières roches. C'est un sambre, correct. Ah oui. Yes, yes. Pouh, la boîte qu'il m'a mis. Magnifique. Je veux mon frère. Bon, bah, de la même manière, en train de remonter dans la pente. Avec le petit Dark Slipper Gobi. Il m'a mis une bonne cartouche là, c'était vraiment une belle action. Ça, c'est pour ça qu'on vient pêcher du bord quoi. Ces actions là. Voilà, un de plus. Ouais, tu l'as pris juste en arrivant dans les cailloux aussi? Ouais, j'ai pas le même phénomène que là. Il y a pas le même muret, par contre il y a une pente un peu plus forte. Et du coup je tirais fort pour remonter et arriver en haut. Je sais pas, il est sorti de la pente. Super quoi. Maintenant qu'on a vu les postes et les différentes zones que l'on va pêcher, on va parler un petit peu de la saisonnalité et de quand on va pêcher ces zones-là. Même si c'est des pêches qui se pratiquent toute l'année, nous c'est plutôt des pêches qu'on va pratiquer en automne et en hiver pour quelques raisons. La première, c'est que souvent en automne et en hiver, les lacs de barrage sont bas, hein, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent et ça nous permet d'avoir accès à plus de zones. Ça nous permet vraiment d'aller pêcher des endroits qu'on ne peut pas pêcher lorsque les lacs sont pleins. Et en plus, ça a un autre aspect ludique, ça nous permet de découvrir les postes vraiment en y marchant dessus et en découvrant et en pratiquant les pentes des barrages dans les endroits où d'habitude on pêche. Donc ça a quand même ce côté très intéressant. Et ensuite la deuxième raison qui est qu'on va pêcher sur cette saison-là, c'est que c'est une période où les poissons répondent vraiment bien au leurre. C'est une période où globalement, quand les eaux commencent à se refroidir, on va avoir les poissons vont avoir tendance à réagir et à prendre beaucoup plus facilement nos leurres qu'ils le feraient dans une autre saison et vont commencer à se rapprocher du fond, à être avoir une capturabilité supérieure à la période où ils sont dans des eaux un peu plus chaudes et où ils se déplacent beaucoup plus. Là, on vient d'aborder le camp sur la saisonnalité. Et il y a un autre camp à évoquer qui est très important. Hein. Donc là, on va partir plutôt à l'échelle d'une journée. Donc sur les extrémités de la journée, on va avoir un phénomène qui fait que les poissons vont se rapprocher du bord. Les poissons blancs et bien évidemment les carnassiers qui vont les suivre pour éventuellement les chasser. Et donc sur ces moments-là, on va plutôt trouver les poissons dans des endroits avec des pentes un peu plus faibles et dans moins d'eau. La luminosité et la turbidité de l'eau vont être des paramètres vraiment importants dans le résultat de nos pêches et surtout dans les endroits où on va trouver les poissons. Donc globalement, dans les grandes lignes, plus l'eau est claire, plus les poissons vont se tenir profond.
mais aux extrémités de la journée, ils peuvent vraiment venir dans pas d'eau. C'est-à-dire qu'on peut avoir des poissons en pleine luminosité autour de midi dans 10-12 mètres, et ces mêmes poissons-là, on va les retrouver le matin et le soir dans 3-4 mètres d'eau à venir chasser sur les bordures. Donc c'est des laps de temps assez courts, hein, mais ça correspond bien quand on a juste le temps de faire un coup du soir ou un coup du matin, soit avant d'aller travailler, soit après. Et ensuite, on va avoir des effets de turbidité, donc soit parce qu'il y a eu des coups d'eau, des crues, etc., qui vont faire que l'eau va être plus trouble. Et aussi, beaucoup de lacs sont concernés par ce phénomène-là, malheureusement, mais pour la pêche, parfois c'est un atout, c'est les cyanobactéries, la présence de cyanobactéries qui vont vraiment rendre l'eau plus opaque et plus sombre, et qui parfois, pour nous les pêcheurs, vont nous permettre de trouver les poissons un peu moins profonds et à portée de lancer. Donc ce paramètre, qui est la turbidité, va agir sur la profondeur à laquelle se tiennent les poissons. Donc plus l'eau va être trouble, moins on va les trouver dans des grandes profondeurs, et plus l'eau va être claire, plus on va les trouver profonds. Et ensuite, quand les trouver sur telle ou telle zone, premièrement c'est l'expérience, c'est l'expérience du vécu et puis l'expérience de chaque jour. Hein. Il faut essayer les zones qu'on connaît. Alors quand on connaît pas, on part prospecter. Hein. Et ensuite, on vient chercher sur ces zones-là aux différents moments de la journée pour voir quand est-ce que les poissons répondent présents. C'est ce qui va nous construire notre propre expérience et faire qu'on va savoir que sur cette plage-là, dans peu d'eau, là on a une eau qui est relativement turbide, on a des chances de les trouver le matin. Donc dans les moments de plus forte luminosité, c'est encore possible de prendre des poissons, bien évidemment. On va juste les chercher sur des zones différentes. Donc premier critère, ça va être quand même souvent des zones un peu plus profondes, et dans des zones où on va avoir des structures, on va se retrouver sur des pentes un peu plus fortes qui vont servir un peu de zone de confort, des endroits où les poissons vont se sentir bien. Et donc avec des techniques différentes, on y reviendra dessus plus tard, mais on va pouvoir encore capturer des poissons dans ces zones-là. Ça sera juste des zones un peu différentes, donc plus profondes et un petit peu plus scabreuses, on va dire. Des pointes rocheuses, des tombants rocheux, des endroits où on va pouvoir les trouver au pied de ça, où les poissons vont se sentir en sécurité et sur lesquels on va pouvoir ajouter quelques prises sur notre journée. Après, c'est à nous de jouer sur notre connaissance des lacs pour aller chercher sur les zones. Et puis, c'est comme tout, il n'y a pas de science à la pêche. Il faut y aller, il faut essayer, il faut se rappeler. Et puis, il faut essayer d'analyser tous ces paramètres-là pour avoir de la réussite. Après, il ne faut pas oublier d'aller à la pêche. C'est quand même toujours le principal élément de réussite. Rester au one-up, mais je vais passer au 6 pouces aussi, à 7 grammes. « 7 grammes 4,0. Et puis Il y a une méga ruine là. Ouais, c'est dans ça que je me suis pris. Je pensais que c'était une souche, donc c'est pour ça que je pensais que mon leurre était foutu. Voilà, faut pas y rester parce qu'à la force on va pas y passer. Ouais. Si toi t'es au flashy, je vais essayer de passer avec un truc un peu marron, tu vois. Ouais. Genre le Wakazagi qui marche bien ici. Dans 6. Ouais, je vais essayer de le prendre tout à l'heure. Ça va être un choix déterminant. Hop. Parce que c'est vrai que celui-là, c'est quand même une belle valeur sûre. Hein. Dans les lacs de barrage avec de l'eau marron. C'est léger comme ça. Bon, toi t'auras quelque chose d'un peu agressif, moi quelque chose qui se fond un peu dans l'eau. Fait un lancer, on se décale un peu. Ouais. Ouais, yes. Ouais, là, c'est ça aussi, hein. Oui. Merci mon frère.
Oh, c'est chouette. Et même une de ces boîtes. J'étais bien là, tu sais, j'étais sur le rocher. Je pouvais vraiment me servir du mouvement de pendulier là avec la hauteur. Même une de ces touches. J'ai vu la ligne avant de sentir la touche quoi. Ah il est beau celui-là, c'est cool. Oui. 60 plus. On aurait peut-être pu faire un peu plus fort. Je suis trop content, j'en étais sûr qu'on allait pouvoir en prendre ici. Celui-là, il m'a mis une vraie touche quoi, un vrai toc. Donc au one-up 6 pouces, hein. 6 pouces Wakazagi, ici c'est vraiment un coloris qui marche fort sur ce lac, on prend pas trop de risques en utilisant ça quand on arrive pour se faire une première idée d'activité des poissons. Et là, début de ce coup du soir, ça démarre plutôt bien avec ce coloris là, un super poisson. Il est magnifique, regarde la dorsale toute levée. Parfait. C'est fou parce que j'ai l'impression que c'est la même teinte d'eau qu'Anosak et pourtant ils ont l'air moins profonds. Ouais, ils ont pas le choix. Oui aussi. Ouais, ils pourraient descendre quoi, sur le lac. Ouais, mais ici, la différence avec nos sacs, c'est que c'est en long. C'est des poissons qui sont habitués à vivre dans moins d'eau. En plus, il y a des mouvements d'eau, donc là, t'imagines quand ils ont lâché à Grandjean? T'as 68 mètres cubes qui arrivent là, ça devait être intéressant hein, ce jour-là. Bon. Yes. Ah, c'était une belle touche, j'y ai presque pas cru au début. Après, j'ai eu une fraction de seconde à me dire ah si. Ou bah là, ça va être sportif facile. C'est bon Tom, t'es avec moi? Yes. Yes, impeccable mon frère. Il est joli aussi celui-là. Ouais, correct, hop. Et tu vois, mon ferrage à retardement induit une drôle de position de l'hameçon. Ça c'est pareil, hein, c'est un peu le deuxième coloris classique ici. Hein. Ouais, c'est sûr. Surtout à cette période, début de l'automne, les coloris orange et jaune comme ça, chartreux, ça marche toujours bien. Ouais, je crois que j'ai jamais pris un cendre piqué par le bout du bec comme ça. Mais c'est de ma faute, hein, j'aurais pu le rater. J'ai pas été réactif à la touche. Je venais de taper un caillou avant et j'ai eu un petit temps de réaction. Mais bon, il est là. Ouais, Coco. On va aborder les techniques de pêche qui vont nous permettre d'approcher ces différents types de postes. Et pour ça, mon frère Tom m'a rejoint et va m'aider à décortiquer un petit peu les différentes approches que l'on va utiliser pour cette pêche du bord. Donc maintenant, on va parler des types de montage en fait, qu'on utilise quand on utilise des leurres souples comme ça du bord en lac de barrage. Il va y avoir principalement deux choses. C'est soit on va monter nos leurres souples sur tête plombée, soit on va pêcher en drop shot. C'est-à-dire qu'on va utiliser des leurres souples qui vont être montés de façon à pêcher au-dessus du fond. Donc l'explication qu'on a à ça, c'est tout simplement comment se nourrissent les poissons. Quand on va au bord de l'eau, en fait, on n'a pas vraiment de schéma préétabli. On essaye en principe en premier, hein, on pêche sur tête plombée, c'est le truc le plus classique, le plus courant. Proche du fond. Voilà. Quand on pêche proche du fond comme ça, nous ce qu'on s'est dit c'est que il y a plein de choses, plein de nourritures différentes que peuvent trouver les prédateurs sur le fond. Il va y avoir les écrevisses, il va y avoir ce qu'on a beaucoup ici, des grémilles, c'est des tout petits poissons qui vivent vraiment très proches du substrat, ou même les perchettes, on l'a vu quelques fois en plongée, qui sont des poissons qui se tiennent vraiment au ras du fond. Donc quand les poissons se nourrissent de ce type de proie-là, très souvent on va utiliser donc des leurres sur tête plombée, et dans ce cas-là, il y a quand même des ensembles qui sortent très souvent du lot. Avec la pratique, à force d'y aller, hein, donc c'est à terme qu'on arrive à avoir ces réflexions-là, à force de pratiquer, mais moi j'ai une approche particulière, c'est-à-dire que quand je vais pêcher du bord, déjà par question de simplicité, j'ai une boîte qui est toute prête, pour pas traîner énormément de matériel, une boîte, une à deux cannes, et moi j'aime bien, notamment donc pour cette première approche, d'avoir des leurres sur tête plombée, d'avoir mes leurres tout prêts. Donc c'est-à-dire que dans ma boîte, j'ai différents leurres avec différents grammages qui sont prêts, qui sont montés, qui sont même parfois collés pour vraiment assurer une rapidité de mise en pêche. Et avec ça,
je sais que je vais pouvoir répondre à toutes les situations. Donc la liste est non exhaustive, mais je sais qu'il y a des ensembles que je vais mettre prioritairement, hein, à force d'expérience, des choses qui marchent très régulièrement et une bonne partie de cette saison de pêche du bord. Je vais vous en citer 3 pour vous donner les clés et puis mes petits tuyaux de base sur lesquels partir. Donc premièrement, c'est un shad que je vais utiliser pour pêcher dans moins de 10 mètres d'eau, on va dire idéalement entre 4 et 8 mètres. Donc un one-up 6 pouces, plombé en 7 grammes, ça peut aller jusqu'à 11 grammes, mais pour moi l'idéal c'est 7 grammes. Et avec ça, je vais avoir un shad qui vibre fort au-dessus du fond et que je vais pouvoir faire planer et hop, laisser juste redescendre sur le fond et repartir. C'est vraiment un leurre qui fonctionne très souvent et notamment c'est un leurre qui permet de leurrer souvent des beaux poissons. Ensuite, quand j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus percutant, de plus agressif, je vais prendre un spindle worm. Je vais régulièrement utiliser en 11 et 14 grammes. Et là, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus percutant avec une vibration beaucoup plus sèche. C'est-à-dire que si le poisson chasse et que je lui passe ça devant, généralement, il prend. C'est quelque chose qui va me permettre de vite jauger, puis le fait que ce soit plus lourd, ça me sert aussi un petit peu de sondeur, de savoir exactement où je suis, dans quelle profondeur, à quel moment il y a un cassant, à quel moment il y a le fameux obstacle qu'on cherche au milieu de la plage, etc. À quel moment il y a le petit muret au pied de la cassure, voilà. C'est quelque chose qui va me servir, c'est un leurre que je vais bien utiliser pour ça aussi. Mon dernier leurre qui fonctionne régulièrement, souvent c'est quand c'est dans un petit peu moins d'eau, là où je sais où sont les poissons, on en revient toujours au même avec ce type de leurre là, c'est un finesse. Donc là, je vais bien aimer un one-up slug, notamment un one-up 5 pouces, que je vais monter sur une tête plombée très légère, 5-7 grammes, et qui va me permettre de virevolter et d'avoir un leurre, d'avoir une présentation très discrète, d'un leurre qui bouge très peu. Et là, je vais plutôt insister sur une zone petite, une zone restreinte, donc une structure, un tas de cailloux, un muret, un pied de pente, un endroit où je sais que les poissons sont, qui va être peut-être sur une courte distance de mon lancer, sur lequel je pourrai insister et éventuellement déclencher une touche de réaction par ce leurre un petit peu fantôme qui apparaît comme ça devant les poissons. Le dernier leurre qu'on rajouterait au combo que vient citer mon frère, c'est le Dark Slipper, pour déjà une raison simple. Avant de parler de sa nage, avant de parler de sa faculté à passer dans les obstacles ou tout plein de choses qui ont déjà été citées en fait dans d'autres vidéos, la chose qui est primordiale très souvent, c'est de pouvoir jeter loin. Et l'intérêt qu'a déjà ce leurre-là, c'est sa densité. C'est-à-dire que nous, on utilise principalement la taille 3 pouces ou 3 pouces 8. Et par exemple, si on prend la taille en 3 pouces 8, on va pouvoir avoir un leurre de 28 grammes en 3 pouces 8. Un one-up 4 pouces, ça fait 7 grammes. Si on met une tête plombée de 7 grammes dessus, on a un ensemble qui fait 14 grammes du coup. Et là, avec un Dark Slipper de 3 pouces 8, donc qui va être plus petit que l'ensemble dont je viens de parler, on va avoir quelque chose qui va faire le double du poids si on prend la version la plus lourde. Donc on va avoir quelque chose d'extrêmement dense qui va nous permettre, les jours où on a du vent, de jeter très loin et déjà de pouvoir atteindre les postes où se trouvent les poissons. Donc déjà ça, c'est la première clé et le premier avantage de ce leurre-là. Tout en restant sur cet aspect de sa densité, le fait que le plomb soit dans le ventre et pas en tête comme une tête plombée, ça va nous préserver cet aspect planant qui est très souvent gage de réussite sur ces pêches de percidés en linéaire. Maintenant, le deuxième avantage, c'est que on va avoir un leurre qui va très bien passer dans les obstacles, c'est-à-dire que, sans parler de passer dans des herbiers ou tout ça, parce que comme vous pouvez le voir derrière nous, il n'y a pas grand-chose dans ce genre-là. Par contre, on a beaucoup de tas de cailloux, on va avoir beaucoup de souches. Et en fait, la façon dont est fait ce leurre-là, on va avoir un espèce de bouclier devant le leurre qui va venir rebondir contre les obstacles. Et très souvent, c'est le fait de passer justement entre les tas de cailloux, les tas de bois, de le faire taper dessus et d'avoir un petit effet de rebond qui déclenche de super touches. Il y a plein de cas où cette faculté à être jeté loin et à bien passer sur ces postes un tout petit peu encombrés, ça fait vraiment la différence. Donc là, on a un petit peu fini de parler de la façon de pêcher très proche du fond et de pêcher sur le fond. Maintenant, parfois, les poissons ils se nourrissent sur des poissons qui ne sont pas forcément sur le fond, mais au-dessus. Et dans ce cas-là, c'est vrai que le drop shot, souvent, sort un petit peu du lot. Quand on pêche du bord, c'est la même chose. Avec le drop shot, on a besoin de lancer loin. Souvent, les poissons se trouvent dans des profondeurs assez importantes. Donc, il faut quand même quelque chose qui s'expédie, qui se catapulte. C'est-à-dire que je vais utiliser des plombs autour de 20 grammes et plus, et avec des hameçons de taille assez importante, taille 1, taille 1,0, taille 2,0, des fois des tailles un peu plus petites. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir un bel hameçon qui caractérise aussi ce drop shot que l'on pratique du bord. Un drop shot qui va être assez décollé, de 60 cm à 1 mètre quasiment entre le plomb et l'hameçon qui nous présente le leurre. Et ça, quand on pêche du bord, c'est vraiment important parce que ça va nous permettre, notamment quand on pêche des grandes pentes, comme sur les postes qu'on a discuté, de toujours tenir notre leurre assez décollé au-dessus du fond et d'avoir une meilleure présentation. Le fait d'être grammé lourd, ça va nous permettre deux choses, et de lancer loin,
et en même temps on va pouvoir avoir une action linéaire. Lorsque l'on va ramener notre leurre sur le fond, on va pouvoir le ramener tout simplement au moulinet et ça va nous faire évoluer notre leurre au ras du fond tout le temps à la même distance. Et ça, le fait d'avoir un plomb lourd, ça nous permet ça, ce qui est dans certains cas très intéressant quand les poissons ne mangent pas sur le fond, quand les poissons vont être éventuellement sur le fond et vont monter, happer des proies, des bancs de poissons qui vont passer au-dessus d'eux. Ça va vraiment permettre de toucher ces poissons-là, comme un petit peu, ça fait un petit parallèle avec une pêche en verticale que l'on pourrait faire en flotte tube ou en bateau. Et l'autre point fort d'être grammé lourd, c'est quand on est sur un obstacle, ça nous permet d'insister dessus en relâchant. On sait que notre plomb est sur l'obstacle, on relâche et le fait d'avoir une grande distance entre le plomb et l'hameçon nous permet de vraiment jouer et d'insister sur ces zones-là. Donc quand on sait qu'on est proche de la strike zone, de l'endroit où on prend souvent les touches, ça nous permet d'insister dessus. Donc pour ce type de pêche, on va avoir besoin de 2 cannes. Déjà, tout simplement parce que d'un point de vue logistique, on est du bord, on marche, on ne va pas amener 15 cannes avec nous. L'important, c'est que les deux se complètent. Donc nous, on a pris l'habitude d'utiliser une canne de puissance M, c'est-à-dire une canne qui va nous permettre de jeter des leurres entre 5 et 25 grammes. Et puis une canne un petit peu plus puissante, un tout petit peu plus longue, qui va être pour jeter des leurres un peu plus lourds, un peu plus gros. Donc entre 10 et 45 grammes. Typiquement, la 76M et la 77MH nous correspondent parfaitement pour faire ces pêches-là. Et quand on part, on a 2-3 cannes à 2 et avec ça, on monte différentes choses et ça nous permet de pas être trop lourd. On la porte derrière ou on la pose dès qu'on s'arrête sur un spot et de pouvoir répondre à toutes les situations. Donc sur ces cannes-là, on va principalement utiliser des tresses qui vont être compris entre du PE1 et du 1.5 et puis en termes de bas de ligne, on va avoir des fluorocarbones de différentes tailles. Globalement, c'est des pêches où on risque d'abîmer notre fluoro, enfin notre bas de ligne va être souvent en contact avec les obstacles, avec le fond, c'est le but, c'est là où on va trouver les poissons. Donc nous on n'hésite pas à être assez à pêcher avec des fluoros que certains vont considérer comme trop gros, enfin assez grossiers, mais le minimum qu'on va utiliser ça va vite être du 27 centièmes et on va pouvoir monter jusqu'à du 34 centièmes quoi. Après si on avait un avec lequel vous pouvez commencer où ça se passera toujours bien, c'est du 30 centièmes. Mais il faut quand même bien préciser que sur ces pêches là on a souvent tendance à frotter les obstacles. Il faut très souvent vérifier son bas de ligne pour éviter de casser un poisson bêtement et de lui laisser un leurre dans la gueule et puis de perdre son poisson quoi. Plus le bas de ligne il va être gros et plus il va avoir de la portance, donc plus on va avoir une action planante. Donc parfois quand on sent que on est proche de la vérité, que le leurre il plane suffisamment tout ça, mais qu'on se dit s'il plane un tout petit peu moins, que c'était un tout petit peu plus agressif, ce serait mieux et qu'on n'a pas la tête plombée qu'il faut, parfois la bonne idée, ça peut être juste de diminuer la taille du bas de ligne justement pour avoir moins de portance et descendre un tout petit peu plus rapidement. Quand on en est là, on a déjà fait du chemin, mais c'est parfois le petit truc qui permet d'affiner le montage jusqu'au bout, quoi. La pêche du bord, c'est vraiment une pêche qui est intéressante, qui est la base de la pêche pour pas mal de pêcheurs. C'est quelque chose de simple, qui nécessite peu de matériel et qui va vraiment te permettre de te reconnecter avec la nature. Et ça a vraiment cet aspect magique où tu vas pas souvent faire du quantitatif, tu vas pas empiler les poissons, bien que parfois ça arrive, mais par contre chaque poisson que tu vas prendre, tu auras vraiment l'impression de l'avoir mérité, tu seras allé le chercher, tu auras compris pourquoi tu l'as pris, tu peux compter quand tu jettes pour dire ah bah tiens cette fois-ci jette, je tombe, mon leurre a mis 15 secondes avant de tomber sur le fond, j'ai animé 2 fois, j'ai pris une touche, et ainsi de suite, tu construis ta pêche et finalement ça réveille tous tes sens, tu es vraiment connecté avec ce que tu es en train de faire, tu es vraiment connecté avec ton ressenti, tu fermes tes yeux, tu essaies de savoir où c'est que tu es dans ta zone, tu jettes à un endroit, tu sens que tu as accroché quelque chose, tu as senti un truc, tu veux essayer d'y repasser dessus et puis souvent c'est là parce que hop, tu es passé sur un mur alors que des fois que tu connais, des fois tu viens là parce que tu sais qu'il y a ça, mais des fois quand tu prospectes ça nous arrive d'aller sur des lacs comme ça sans connaître, tu dis ah bah tiens là j'ai senti quelque chose, ah ouais, et hop tu relances, ah bah ouais j'y suis encore, tu ranimes, boum, et là tu prends une touche et ça c'est génial parce que ton poisson t'es vraiment allé le chercher du début à la fin et puis tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Bon on pêche dans des lacs où c'est surtout des cendres et des perches, mais il y a des brochets, des silures, dans certains lacs il y a des black bass, enfin t'as vraiment plein de surprises, c'est vraiment un côté magique et puis de déconnexion quoi. Puis un autre aspect, tu vas peut-être te passer la parole, c'est que voilà ce que ça nous permet de découvrir quand on fait ces pêches là quoi. Là quand on va être du bord, notamment dans des conditions comme maintenant, où le niveau d'eau va être assez bas, on va vraiment être proche des choses, proche du substrat, proche de la continuité du fond. Et du coup, quand on est là-dessus et qu'on jette devant nous, en fait, on sait que là où on jette, il y a de grandes chances que ce soit la continuité des choses qu'on a sous nos pieds.
Et je trouve qu'il y a vraiment cette façon de se téléporter un peu au fond de l'eau, de se dire ok, là en fait, là où mon leurre il est, c'est probablement comme ci, comme ça. Et en tout cas, moi ça m'arrive très régulièrement de m'imaginer un petit peu presque mon leurre à passer dans ce que je vois sous mes pieds. Et à ce côté où on s'imagine un peu la position des poissons, pour peu que de temps en temps, en plus comme nous on plonge un petit peu, on a l'habitude de les voir positionnés. Et du coup, ça donne une magie dans l'approche, quoi. C'est vrai. On a fait une bonne partie de nos plus gros cendres, de nos palmarès, enfin une partie non négligeable, du bord comme ça. On peut donner un exemple, je sais plus, c'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça. On pêche la veille, on trouve vraiment une zone de poissons sur une zone où on n'avait jamais pêché du bord. Et on dit, bah là, il y a des poissons quand même. Bon, ça, c'était le dimanche. Le lundi, le temps de midi, on était tous les deux. Allez, le temps de midi, en plus, c'était au mois de janvier, c'est souvent un bon moment. On a 1h30, on y va, quoi, on essaye. Et au bout d'un quart d'heure, boum, on prend une grosse touche, on fait un superbe poisson sur une réflexion où on se dit, bah voilà, on y était la veille, on a touché quelques poissons, mais on n'a pas touché de gros. Et là, tu viens, tu prends qu'une touche, mais tu touches un vrai beau poisson. Donc c'est aussi l'aspect intéressant de ces pêches du bord, c'est que quand on maîtrise avec tout ce que Tom a dit auparavant, c'est une maîtrise, c'est une expérience qui s'accumule et qu'on suit petit à petit en venant régulièrement. Et parfois, on comprend comment ça marche, on va réussir à séduire des gros poissons qui n'auront pas été séduits, qui n'auront pas pu être séduits d'autre manière par le manque de discrétion, etc. Donc c'est une certaine magie, notamment quand tu prends un de tes poissons records et que tu viens attraper dans tes mains du bord. Là, c'est vraiment quelque chose de... Je t'ai déjà vu ému dans ces conditions-là. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui donne des sensations, tu rentres le soir, il n'y a plus rien qui peut t'embêter. Donc après ce petit moment émotion, ce petit moment où on vous a un petit peu raconté nos anecdotes de pêche, on en revient un petit peu à ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire notre approche drop shot et leur soupe sur tête plombée, qui correspond pour nous à la façon dont se nourrissent les poissons, hein, soit quand les poissons se nourrissent sur le fond, soit au contraire quand ils ont les yeux vers le haut et puis qu'ils se nourrissent plutôt de poissons qui se situeraient entre 2 eaux. Nous, notre façon de penser, c'est que en fonction de comment se nourrissent ces poissons-là, justement, on essaye ces 2 façons de monter nos leurres souples. Peut-être qu'il y a des tas d'autres façons de faire, peut-être que notre façon de penser, elle peut être expliquée de plein d'autres façons différentes. On n'est pas des poissons, on ne sait pas non plus ce qui se passe sous l'eau. C'est un peu de l'imaginaire, c'est un petit peu notre façon d'expliquer notre pêche. Maintenant, si vous avez d'autres techniques qui sortent vraiment régulièrement du lot et qui vous apportent de bons résultats, on sera ravis d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à nous dire vos petits trucs dans les commentaires, d'échanger avec nous, ça sera vraiment une joie et puis peut-être qu'on va apprendre de super trucs via ce biais-là. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous, on se fera une joie de venir discuter avec vous. Et puis écoutez, on espère que cette vidéo-là, elle vous aura apporté des choses, donc apportez-nous aussi des choses dans les commentaires. Bon, je crois que là, on a quasiment tout dit, ça commence à faire long. Ouais, j'espère, c'est sûr que ça commence à faire long, là, regarde, toi, la lumière, elle vient de baisser, il nous reste 2 heures. Ça va être le moment d'aller en prendre un ou deux, au moins essayer, quoi. Ouais. Bon, allez,